Nous aborderons aujourd'hui le sujet du tutorat et nous étudierons comment faire en sorte qu'il soit efficace. D'abord, en premier temps, nous aborderons les différentes formes de tutorat qui existent et nous évoquerons un sujet d'actualité qui est le contrat de génération. Par la suite, nous évoquerons les conditions de réussite de ce tutorat et nous analyserons le profil et le rôle du tuteur et les différents pièges à éviter. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Pierre Bultel, bonjour. Bonjour Maxime. Donc vous êtes expert en gestion opérationnelle des ressources humaines et à ce titre, vous accompagnez de nombreux dirigeants et leurs équipes dans le développement des compétences et du tutorat notamment. Absolument. Donc dans un premier temps, pouvez-vous nous dire et nous rappeler ce qu'est exactement le tutorat et sous quelle forme le retrouve-t-on? Alors le tutorat en fait recouvre trois réalités différentes. La première est liée à la mise en place d'un contrat dans l'entreprise. C'est le cas du contrat d'apprentissage, quand on parle du maître d'apprentissage. C'est le cas du contrat de professionnalisation, qui est la nouvelle forme du contrat en alternance. Et puis c'est le cas également du tout nouveau contrat de génération. La deuxième réalité, c'est l'accompagnement un peu informel, c'est ce qu'on appelle la formation sur le tas. Et tout l'enjeu de notre formation, c'est de passer à quelque chose qui soit construit et plus efficace. Et puis enfin, il y a une troisième forme de tutorat, c'est lorsqu'on accueille un nouvel embauché dans l'entreprise. Donc vous le voyez, trois réalités finalement assez différentes. Oui, assez complètes. Alors justement, je reviens sur le contrat de génération. Oui. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui justement la reconnaissance du tutorat? Alors, bien sûr, c'est effectivement la reconnaissance de l'intérêt et de l'importance du tutorat dans la transmission des savoirs dans l'entreprise. Alors, en même temps, il faut reconnaître que ça reste finalement assez restrictif puisque les conditions sont très précises. Le tuteur, en fait, doit avoir au minimum 57 ans, 55 si c'est un travailleur handicapé. Le jeune lui-même qui va être tutoré doit avoir moins de 26 ans. Et enfin, il doit y avoir un accord dans les entreprises de plus de 300 salariés. Alors c'est potentiellement, je pense que c'est une mesure intéressante, mais qui reste malheureusement un petit peu restrictive. Alors on peut faire bien d'autres choses au-delà du contrat de génération. Justement, n'y a-t-il pas des risques de conflits intergénérationnels, on va dire ? Oui, alors j'ai envie de dire, c'est assez classique. Nous-mêmes, on a dû faire un certain nombre de reproches à nos parents. Donc cette question du conflit de génération est assez classique. Finalement, je crois que l'enjeu, c'est que le dirigeant aide chacune des générations finalement à faire l'effort de se mettre un peu à la place de l'autre et de chercher à comprendre comment l'autre fonctionne plutôt que de les opposer. Et puis également de rassurer ceux qu'on appelle facilement les seniors sur le fait que le tutorat n'est pas une manière de les pousser en dehors de l'entreprise. Alors, tutorat, formation, est-ce que finalement ce sont des choses différentes ou complémentaires ? Alors, elles sont à la fois différentes et complémentaires. Elles sont différentes. Ce qui caractérise la formation, en fait, c'est que c'est quelque chose qui se passe en salle, face à un groupe, avec des objectifs pédagogiques, un livret pédagogique, une feuille d'émargement. Et donc, alors que par opposition... Oui, il y a un cadre très formel. Il y a un cadre très formel. Et surtout, il y a cette logique de en salle et avec un groupe. Alors que le tutorat, c'est une opération qui se déroule dans une relation individuelle et dans une vraie logique de compagnonnage dans les conditions du direct. Et c'est précisément ces conditions du direct qui font toute la complexité du tutorat. Alors derrière ces différences qui pourraient passer pour des différences conceptuelles, en fait c'est important que le dirigeant le comprenne bien parce qu'à la clé, il y a aussi des différences dans les financements de chacune des opérations. Alors finalement, quelles sont les conditions de réussite? Comment arriver à motiver le tuteur du contrat de génération justement à bien accueillir, à former un jeune et par la suite justement, est-ce qu'il y a un profil type du tuteur? Alors en fait, il y a effectivement cette question du profil du tuteur et il y a à mon sens deux conditions qui sont tout à fait essentielles. D'abord, c'est la notion de volontariat. Il faut que le tuteur soit absolument volontaire pour ça et c'est ce qui fait la différence entre la formation sur le tas, c'est-à-dire qu'on attrape quelqu'un comme ça qui est juste là par hasard. Là, non, c'est un vrai choix. Il faut qu'il soit volontaire. Et puis la deuxième chose qui est tout à fait importante également, c'est que le tuteur soit reconnu comme une référence professionnelle par ses pairs dans l'entreprise. Sinon, c'est tout à fait catastrophique. Alors, comment aider ce tuteur à être justement dans une position de réussite? Alors, déjà de le motiver dans cette affaire-là. Alors pour le motiver, mon conseil pratique, c'est de l'associer dès en amont du projet et lui expliquer dans quel contexte on va mettre en place cette opération de tutorat, soit à l'appui d'un contrat
tel qu'on l'a vu tout à l'heure, soit simplement à l'appui du développement d'une compétence maison qui est vraiment stratégique et pour lesquelles les plus expérimentés possèdent un vrai savoir-faire qu'on veut transmettre, diffuser à un nombre plus important. L'autre chose, c'est de prévoir également de reconnaître le rôle de ce tuteur. Et puis enfin, c'est de lui apporter toute l'assistance et de le rassurer sur le fait qu'on ne va pas le laisser se débrouiller tout seul. Donc concrètement, comment mettre le tuteur en situation de réussir ? 3 conseils pratiques. Le premier, c'est d'être tout à fait clair sur les attentes et le rôle du tuteur. Le tuteur doit faire et surtout pas se contenter de montrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de le doter d'un outil. Alors nous, on a développé une fiche qui s'appelle le PCFF, et derrière ce sigle se cachent 3 idées. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on va agir comme ça. On travaille jamais mieux quand on comprend les raisons. Elles sont évidentes pour la personne qui maîtrise là, elles l'est beaucoup plus rarement pour la personne qui apprend. Le deuxième, le C, c'est le C de comment. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour sécuriser. À défaut, dans les conditions du direct, le tuteur risque de reprendre la main en disant non, mais là, laisse-moi faire, je vais te montrer que ça. Et puis le troisième, c'est le FF de faire. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire progressivement pour mettre la personne tutorée en situation de réussir. Et puis le troisième conseil, c'est finalement d'accompagner le tuteur en lui faisant suivre une formation. À l'issue d'une formation qui est nécessaire, rappelons-le, dans le cadre du contrat d'apprentissage, où le maître d'apprentissage doit être validé, absolument. À l'issue d'une formation, donc, le tuteur parlera de façon positive de l'activité et évitera de focaliser sur les points difficiles. Ça, c'est probablement un des premiers enseignements. Ça l'aidera également à dépasser ses peurs, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'ils ne sont pas formateurs. Moi, c'est la première objection qu'on a à traiter quand on accompagne les entreprises sur ces sujets-là. Et puis enfin, à l'issue d'une formation sur ce sujet, le tuteur cessera d'opposer la théorie et la pratique et il montrera en quoi la pratique est la complémentarité de la théorie. Voilà. Quels sont, à l'inverse, les pièges à éviter ? S'il y en a, je suppose qu'il y en a. Oui. Alors, le premier piège est celui de la formation sur le tas, parce que c'est très dévalorisant, et pour la personne formée, et pour celui qui forme. Je mettrai de côté le tas. Ensuite, le deuxième piège, c'est de considérer que la technicité génère forcément des capacités en matière de pédagogie. Le troisième piège, c'est finalement le manque de communication sur les objectifs réels de l'entreprise. C'est ça qui peut générer de l'insécurité auprès du tuteur et donc limiter l'effet positif de cette action. Le quatrième piège, c'est d'oublier qu'il est nécessaire de prévoir un temps de préparation. Ça, il y a une formule que j'aime beaucoup rappeler, c'est qui faillit à sa préparation prépare sa faillite. Ben, c'est vrai en matière de tutorat. Voilà. Et puis le dernier piège, c'est de confier le tutorat au manager direct, parce que la posture du tuteur n'est pas celle du manager. Et c'est assez compliqué pour le manager, alors là aussi ça peut s'apprendre, mais c'est assez compliqué de mettre suffisamment la personne qui apprend en confiance pour qu'elle se sente autorisée à commettre des erreurs. Car finalement, c'est en faisant aussi des erreurs qu'on peut apprendre. Donc pour conclure, quels conseils pratiques pourriez-vous donner au sujet du tutorat ? Alors, là aussi, 5 conseils très précis. Le premier, c'est de profiter de cette occasion pour prendre le temps de formaliser ce que sont les bonnes pratiques pour chacune des activités sur lesquelles on souhaite mettre en place du tutorat. Rien que le fait de réfléchir à ça génère beaucoup de valeur ajoutée dans l'entreprise. Le deuxième conseil pratique, c'est d'associer très tôt son OPCA, donc l'organisme qui collecte les fonds de la formation, pour voir comment optimiser et quelles aides on peut trouver et comment monter ces projets pour arriver à un cofinancement. Ça va être intéressant pour les dirigeants. La troisième astuce, c'est de s'assurer que les prérequis soient là. Je vais donner un exemple tout bête. C'est s'assurer que la personne que l'on va tutorer possède bien les habilitations nécessaires, l'habilitation électrique par exemple. La quatrième chose, c'est de réfléchir
à ce qui va me permettre de valider les acquis. Si je dis à quelqu'un, bah, c'est bon, tu l'as bien fait, ça va lui faire plaisir, mais il ne saura pas finalement ce qui me fait dire qu'il l'a bien fait. Voilà. Et puis enfin, c'est de prévoir une récompense pour le tuteur, parce que ça fera plaisir au tuteur. Et puis surtout, c'est choisir de se mettre dans une dynamique positive en considérant à l'avance qu'on va réussir. Voilà, mutualiser les objectifs. Voilà, tout à fait. Pierre Bultel, merci beaucoup pour toutes ces explications. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, et puis on souhaite de bons vents à nos auditeurs qui vont certainement des projets du tutorat, puisqu'ils nous ont écoutés.